Une production Binge Audio. Clinique intersection vers Victor Rico. Le van blanc de MSF vient me chercher tous les jours. La plupart du temps, c'est Jocelyn ou Esaïe qui me déposent. Sur les vitres du van, des stickers montrant des kalachnikovs barrés sont placardés. Les locaux et les véhicules de l'ONG sont des espaces où les armes sont interdites. Chez Médecins sans frontières, tous les déplacements à Bangui sont très encadrés et majoritairement véhiculés. Question de sécurité. La réélection en décembre dernier du président Justin Archange Touadéra a réveillé les cendres de la guerre civile à peine refroidies. Le pays a vécu au rythme d'attaques de groupes armés en direction de la capitale. Si Bangui est revenu au calme, les opérations dans le reste du pays n'ont pas cessé. Esaïe roule prudemment. Il est concentré, c'est la rentrée des classes et les rues grouillent de monde. Il peine à voir les petits écoliers en uniforme qui passent très près du van. Il s'arrête au bout d'une rue fleurie, à l'abri des regards. On est arrivé au centre Tongolo. Bonjour, ça va bien ? Ça va. Le centre Tongolo. Tongolo, ça signifie lumière, espoir en Sango, la langue locale. Le centre est en retrait du chaos de la ville et je me suis surprise à m'arrêter pour admirer ces grandes plantes, les murs peints d'animaux de la brousse et les fleurs bien entretenues. J'en oublierais presque que je suis venue interviewer des survivantes de viol. Je déambule dans les allées du centre et ça m'apaise. C'est clairement le but recherché et tout est fait pour que les femmes qui poussent la porte se sentent à l'aise et reviennent. Tout a commencé fin 2017. Les premiers bilans de la guerre civile en 2014 tombent et sont sans équivoque. Les violences sexuelles ont fortement augmenté. MSF lance alors un programme de prise en charge médicale et psychologique des survivantes à l'hôpital communautaire. Et c'est à l'été 2020 que le centre Tongolo ouvre ses portes dans le quartier des Batignolles de Bangui. Au cœur du centre travaillent sages-femmes, assistants médicaux, travailleurs sociaux ou encore conseillers en santé mentale. Un système de triage est mis en place à l'entrée pour orienter les patientes. Donc c'est le portail. Dès que les patients arrivent, ils vont rentrer tranquillement. Ils vont arriver chez le gardien. Donc chez le gardien, comme nous sommes en période Covid, on va prendre la température ici. Et maintenant, le gardien va donner des étiquettes. Maintenant, une fois prendre les étiquettes avec les numéros, ils vont se laver la main. Maintenant, ils vont s'asseoir au niveau de la salle d'attente. Donc, ce que tu vois là-bas, c'est la salle d'attente. C'est là où tous les patients se mettent. Et ici, l'AS, l'assistant de santé, va faire une petite sensibilisation pour présenter toutes les activités que nous faisons ici au centre Tongolo. On fait la violence sexuelle, la planification familiale. Donc, il va faire une petite exposé sous forme de sensibilisation. Et maintenant, une fois fini, on laisse la latitude aux patients de poser des questions aussi pour comprendre ce que nous faisons ici. Les violences sexuelles nécessitent en premier lieu une médecine d'urgence. Au centre, les sages-femmes procurent aux femmes des ressources vitales pour éviter MST ou grossesse non désirée. Alors j'ai toqué à la porte d'Eugénie, une sage-femme chez Tongolo. Et les sages-femmes ici sont facilement repérables. Elles portent toutes des blouses médicales roses. Oui, là c'est le lit d'examen. On a le lit d'examen. Une fois fini avec la patiente, quand elle vient, on finit de prendre tous les récits et autres, tout qu'on finit. On va devoir l'examiner. On va devoir l'examiner pour voir est-ce que il y a la présence, on peut avoir la présence des lésions frais ou soit même des liquides spermatozoïdes qui peuvent être même encore frais. Si l'agression est vraiment dans le moins de, la victime est dans le moins de 72 heures, tu vois que c'est à travers cette table qu'on va l'examiner, on va l'installer d'une manière confortable et puis on va l'examiner. Et tout en sachant en demandant toujours la consultation de la patiente, parce qu'il y a d'autres patients qui refusent pour qu'on puisse les examiner. Et ça, c'est leur droit, on ne peut pas les empêcher. Oui. Et ici, si on continue ? Oui, ça c'est notre petite... Ça, c'est notre petite armoire. Quand je vais devoir l'ouvrir, je peux plus regarder, Estelle. Ça, on a les... Alors, c'est la caverne d'Ali Baba. Oui.
Ça, c'est notre petit armoire, c'est l'armoire de proximité. Ça, c'est le pilule de lendemain, le Norlevo, pour éviter, pour tous les patients qui viennent et qui sont dans les délais de 112 à 120 heures. On leur donne ce pilule pour que ça pourrait éviter une éventuelle grossesse qui pourrait lier au viol. Aussi, ça, c'est le ceftriaxone qu'on a dans le service. C'est juste pour les traitements des IST et associé avec l'azithromycine et le tinidazole qu'on a ici. On associe ça, on fait leur association pour traiter les IST, les gonococcie et syphilis. Et nous avons aussi la prophylaxie pour les adultes. Ça, c'est le PEP. Pour ceux qui viennent dans les moins de 72 heures, on leur donne cette molécule. Comme ça leur permet de faire une prise en charge, une prévention pour éviter une éventuelle VIH-Sida après le test de 3 mois. Tout ça, c'est pour les mineurs. On a les poupées anatomiques, ça, c'est pour les filles. Ça permet d'attirer les filles. Et à travers ça, c'est une méthode très facile pour faciliter aussi la consultation. Parce que quand la personne, quand tu lui demandes de quelle partie du corps tu as été touché, soit tu as été agressé ou la personne a pris, il te dit que oui. Si tu prends le poupée anatomique garçon, il te montre oui, effectivement c'est ça le truc là. Et souvent quand les Donc là vous êtes en train de désigner le pénis de la l'avant. Et la personne beaucoup plus il se dit ça c'est le pipi, ils appellent ça les pipis. Ou ça, le pipi, il dit que voilà, la personne a pris son pipi et il a mis ça. S'il te met, il dit qu'il a mis où, il te dit que voilà. Il a mis ça dans la bouche. Parfois, c'est dans la bouche. Ou ça, il te dit comme ça. Ou ça, au devant. Si te dit devant, il te dit que tu sais que oui, ça, c'est au niveau vaginal. S'il te montre arrière, tu sais que ça, c'est au niveau anal que la pénétration a eu lieu. Splendide a 29 ans. Elle a aussi pu bénéficier des soins au centre Tongolo. Au total, plus de 2000 personnes ont été prises en charge par le centre en 2020. Splendide a subi une agression sexuelle le soir du Nouvel An, quelques jours après le résultat des élections présidentielles. L'armée centrafricaine affronte les milices armées dans le pays pendant plusieurs semaines. Pendant cette même période, entre décembre 2020 et février 2021, on constate au centre Tongolo une multiplication des consultations pour violences sexuelles. Quand je la retrouve, elle est assise à l'ombre, au frais, dans l'espace d'attente du centre. Elle a accepté de me rencontrer et de me raconter son histoire. On s'isole dans la salle de réunion. Après des études de gestion des entreprises, elle était à la recherche d'un emploi. Mais en début d'année, sa vie a basculé. C'est sa meilleure amie qui a remarqué son changement soudain de comportement. Voici ce qui lui est arrivé. Ce soir du 31 décembre, alors qu'elle rentre de l'église, Splendide croise la route de 2 hommes. Ils la violent. Elle me raconte la suite. Dans le mois de décembre, le pays n'allait pas trop bien. Il y avait des conflits entre les CPC qui menacent de rentrer sur le territoire national. Et puis voilà, on avait trop peur. Tout le monde pensait que du jour au lendemain, les rebelles allaient prendre le pays. Et du coup, c'était ça. Quand j'avais eu mon problème, j'ai pas voulu partager ça aux gens. J'ai dit ça à mon ami. Mon ami intime, c'est une fille. Je lui ai expliqué la situation parce que je ne voulais pas aussi que les gens puissent comprendre ça. C'est elle qui m'a conseillé d'aller à MSF. Et je me souviens très bien de ce premier jour. Quand je suis arrivée, j'étais bien arrivée en retard parce que je ne connaissais pas trop les procédures d'ici. Mais les accueils ça dit que c'est des accueils normaux. Je me sens à l'aise parce que tout le monde me prenait, essayait de me comprendre, ils se soucient de moi, tout, voilà. Je me sentais vraiment à l'aise parce qu'ils étaient très gentils avec moi. En venant ici, j'avais trop mal au bas-ventre, tout ça. La première fois que je suis venue ici, j'étais pas moi-même, quoi. Je me sentais pas trop bien. J'avais trop larmes aux yeux. Et j'étais trop renfermée aussi. J'ai pris des décisions par-ci, par-là. J'ai des questions qui me viennent à la tête n'importe comment. Le fait d'avoir des personnels féminins ici, ça m'a vraiment rassurée parce que je me sens à côté de mes sœurs, ma femme. C'est-à-dire, je me retrouve, quoi. Parce que eux, mes sœurs là, les mamans là, ils m'ont redonné la confiance. Ils m'ont fait comprendre les choses en tant qu'une femme. Ils se sont mis à ma place pour me prodiguer des conseils, pour me remonter la morale.
Si la présence de soignantes bienveillantes a su rassurer la jeune femme, elle est consciente que le chemin vers la reconstruction est long. La parole se libère, mais uniquement parce que des structures d'accueil existent. En dehors de ces murs, se confier devient une tâche plus difficile. Quand on évoque son couple, Splendide se raidit. Elle serre fort dans ses poings son mouchoir. Elle a presque l'impression de vivre une double vie. Ma situation amoureuse, maintenant, est basée sur le mensonge. Ça, je ne dis pas le contraire parce que je ne voulais pas que mon conjoint le sache. C'est-à-dire que le sache que j'ai été violée depuis ce temps. J'avais eu trop peur de ne pas lui faire comprendre les choses parce que le jour de mes problèmes, il n'était pas là. Il était parti en voyage et du coup, je ne veux pas qu'il le sache. Le viol, c'est un truc qui nous montre ça dit que ça tourne la tête, quoi. Quand tu réfléchis à ça, que tu n'as personne pour te soutenir, c'est-à-dire quand tu dors, c'est comme si tu revives les événements qui t'est passé. Et c'est frustrant, ça fait mal, ça coule les larmes, ça torture. Moi-même, je supportais pas trop ça. J'avais trop mal. Je prenais des décisions qui étaient trop dures. Moi-même, j'étais vraiment trop dure à moi-même. Ma femme m'a aidé à me reconstruire, tout juste parce que je partais trop à l'église. J'écoutais le prêtre, quand il prêche les bonnes paroles, il prend des exemples et souvent les exemples tombent sur moi et ça me redonne l'espoir. Et du coup, j'ai repris le contrôle de moi, quoi. Splendide a eu accès à des séances avec un conseiller en santé mentale, en plus de sa prise en charge médicale. Les conseillers en santé mentale ne sont pas des psys. Celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont des parcours tournés davantage vers le social. Je pars donc en direction de l'hôpital communautaire, proche de l'axe principal de la ville, pour discuter avec Abigail, une conseillère en santé mentale chez MSF. Je la retrouve à l'étage du service maternité de l'hôpital. J'ai du mal à la suivre, parmi tous ces vestons blancs floqués MSF. Dans les couloirs, une mosaïque de messages motivants sont affichés à destination des survivantes qui la consultent. Donc on va les considérer pour lui donner des appuis. Et là, sur le mur, il y a plusieurs petites feuilles qui sont accrochées au mur où il dit « La maladie mentale n'est pas une vraie maladie. Faux, les maladies mentales ne sont pas moins importantes que d'autres maladies. Pourtant, la compassion est souvent refusée aux personnes en souffrance psychique. Idée reçue, il faut se bouger pour guérir d'une dépression. Faux, la dépression est la première cause de suicide en France. Il s'agit d'une maladie qui handicape sévèrement les personnes touchées et se traduit par une perte de morale, manque d'énergie et d'une baisse d'activité durant des mois, voire même parfois des années. » Abigail se souvient d'un cas précis d'une survivante qui ne parlait toujours pas au bout de 5 séances. Elle souffrait d'insomnie et elle a dû faire appel à ses proches pour l'aider à s'ouvrir. J'ai eu à reçu une patiente âgée de 22 ans. Elle a subi un cas de violence sexuelle par le groupe armé ici à Bangui. Et cette personne n'arrive pas à expliquer son cas à la famille. Et elle a gardé ça pour elle-même et elle a commencé à faire des réactions qui on peut dire anormales face à sa famille. On avait travaillé avec cette fille-là, je crois. L'évolution de la prise en charge, je crois, on a fait 5 à 6 séances de prise en charge psychologique à la fille. Elle voulait même pas venir au rendez-vous, mais c'est sa maman qui l'a poussée de venir. Et en venant, elle a pris les médicaments en surdose pour qu'il puisse arriver ici et ça va lui entraîner dans le sommeil et elle va plus parler. C'est ce qu'elle a préparé dans sa tête de venir. Et malheureusement pour elle, en arrivant, il n'a pas eu le sommeil. On s'est causé, elle était vraiment mécontente. Et j'ai essayé de lui dire, de lui demander la personne à laquelle elle se sent libre de parler avec elle, peut-être dans la famille ou bien parmi ses collègues ou ses amis. Elle m'a dit son amie. Et l'amie avait accepté de l'accompagner ici. Mais le jour de rendez-vous, son amie n'était pas disponible. Et du coup, elle commençait à avoir des idées que peut-être son amie va
va la juger, qu'elle n'était pas de bonne fille, tout ça. Elle a commencé à faire des hypothèses. Et on a essayé de contacter l'amie, on n'arrive pas. Elle m'a donné le numéro de copain de son ami. J'ai essayé de contacter le copain, ça a marché et l'ami était venu. Il était soulagé de voir son ami. On a essayé de parler ensemble. On fait une séance groupale avec son ami. On a essayé d'expliquer ce qui c'est la violence sexuelle, que ce n'est pas du gré de la personne, c'est ce qui arrive, c'est un choc. Et elle a essayé de parler à sa maman. Et on nous a donné rendez-vous de venir pour évaluer si, en partageant ce fait-là, quel est son état après le partage. Elle était revenue, elle a dit ça va, sa maman, elle a dit pourquoi elle n'a pas parlé de ça il y a longtemps et elle souffre de ça il y a longtemps, pourquoi. Et pour elle, elle pensait qu'en parlant de ça, les gens vont se moquer d'elle, les gens vont la juger, tout ça, mais malheureusement, ce n'était pas le cas et elles se sont soulagées dans cet état. Le fait que sa maman, son amie sont avec elle, oui. Et elle commence à se sentir soulagée. En sortant de l'interview, je relis les affiches collées au mur du couloir d'Abigail. La maladie mentale n'est pas une vraie maladie. Faux, les maladies mentales ne sont pas moins importantes que d'autres maladies. Pourtant, la compassion est souvent refusée aux personnes en souffrance psychique. Idée reçue, il faut se bouger pour guérir d'une dépression. Faux. Il s'agit d'une maladie qui handicape sévèrement les personnes touchées et se traduit par une perte de morale, manque d'énergie et d'une baisse d'activité durant des mois, voire même parfois des années. Il y a les mêmes affiches au centre Tongolo. Elles visent à sensibiliser, mais servent aussi à donner du courage à ceux qui les lisent. Dans le couloir de l'hôpital que je traverse, je croise une quarantaine de personnes assises, qui attendent patiemment leur tour. Les masques sur leur visage accentuent encore plus le regard fatigué, le genre de regard que saisissent en photo les reporters de guerre. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment faire pour réclamer justice et comment arriver à se reconstruire. Tout ça, je vous le dis dans le prochain épisode.